Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la dimension humaine en holacratie. Alors qu'en est-il de cette fameuse dimension humaine à l'heure où beaucoup de gens critiquent holacratie parce qu'ils trouvent holacratie non humain, inhumain, rigide, etc. etc., etc. Alors cette vidéo a l'intention de creuser, à la suite d'une tribune que j'ai écrite dans Forbes, de creuser le sujet, est-ce que holacratie est vraiment humain ou inhumain. Alors déjà pour commencer, on peut dire tout de suite qu'holacratie c'est un outil. Donc ça n'a strictement aucun sens de qualifier holacratie d'humain, inhumain, beau, blanc, bleu, rouge, vert. Non, c'est un outil. Un outil, comme tous les outils, on peut l'utiliser de façon très humaine ou de façon très inhumaine. C'est comme un marteau. Un marteau, vous pouvez très bien le prendre et taper sur la tête de votre voisin. C'est probablement pas très humain. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser pour accrocher une toile de maître dans le salon, dans votre salon. Donc ça c'est le premier point, holacratie est un outil. On verra même plus tard que c'est un moteur, mais c'est un outil. Donc ça n'a pas de sens de le qualifier d'humain ou inhumain. Ce qui veut donc dire que lorsque les personnes utilisent le mot holacratie, en fait, probablement qu'elles n'ont pas encore intégré tout à fait ce dont il s'agit. Car paradoxalement, holacratie n'est pas humain ni inhumain, il est non humain. Il y a trois polarités. Il y a ce qui est humain, ce qui est inhumain et ce qui est non humain. Il n'y en a pas que deux, il y en a trois. Donc moi je mettrais holacratie en tant qu'outil dans la catégorie des choses non humaines, pas inhumaines, pas humaines, non humaines. Je vais donc développer un peu plus qu'est holacratie en réalité pour nous mettre sur la piste afin de pouvoir répondre à la question de la dimension humaine avec l'usage ou la pratique de ce moteur, de cet outil qui est holacratie. La première chose à comprendre, à bien comprendre, c'est qu'en fait holacratie est le résultat d'un processus de distillation. À l'origine, Brian Robertson et ses deux associés avaient créé une entreprise aux États-Unis qui s'appelait Ternary Software et en 2007, ils ont voulu partager au monde les pratiques, les nouvelles pratiques managériales qu'ils avaient mis au point dans cette entreprise. Et pour ce faire, plutôt que de faire des conférences en montrant les pratiques opérationnelles de Ternary Software qui étaient dans le secteur de l'informatique, ils ont préféré distiller. Ils ont préféré lancer un processus de distillation à un niveau d'abstraction nécessaire et suffisant de l'ensemble de leurs pratiques opérationnelles pour en faire une essence. Et c'est ainsi qu'est né en 2007 la première essence, le premier résultat de ce processus de distillation qu'on a appelé constitution. La constitution 1.0 était née. Donc effectivement, c'est un résultat de distillation, donc c'est quelque chose de très réduit, c'est un document très réduit qui ne décrit pas la réalité des opérations telles qu'elles se pratiquent chez Ternary Software, encore moins les opérations business pour se dégager de la limite liée inhérente à l'industrie informatique parce qu'en fait, l'intention de Brian et de ses associés, c'était de créer quelque chose, un méta-outil, quelque chose qui soit utilisable par tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit sa culture. Et donc évidemment, dans ce résultat de ce processus de distillation, ne figure aucune pratique opérationnelle, ne figure aucune pratique dans la façon de gérer les ressources humaines, que ce soit les processus humains, ni même dans la façon de satisfaire ou non les besoins sociaux des êtres humains. Donc bien évidemment, dans cette constitution, par essence, par nature, par définition, par construction, dans cette constitution 1.0, donc dans holacratie, puisque la définition de holacratie c'est qu'une constitution, ne figure aucun facteur humain, puisque les besoins humains n'y sont pas décrits, la façon d'y répondre non plus, et les processus opérationnels à caractère RH, qu'on appelle recrutement, évaluation, paye, etc., qui sont des processus humains, n'ont pas non plus été décrits par construction, de la même manière que les spécificités des activités opérationnelles de Ternary Software ne figurent pas. Elles ont été tellement abstraites que du coup, il n'y a plus d'activités opérationnelles qui soient définies dans cette constitution. Et donc, holacratie est un méta-outil, et holacratie est une méta-constitution qui intègre une essence essentielle sur la question de la nature et l'exercice du pouvoir, sur des pratiques et des protections dont je parlerai plus tard, mais en aucun cas ne spécifie ni les activités opérationnelles business de cette entreprise, ni les activités RH de cette entreprise, ni les valeurs portées par cette entreprise, ni les besoins sociaux et la façon dont on a répondu à ces besoins sociaux pour telle ou telle entreprise. Donc par définition, et c'est voulu, ce n'est pas une lacune, ce n'est pas un manque, ce n'est pas un angle mort, par définition, rien d'humain ne peut figurer dans la constitution holacratie. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Dire que holacratie est humain ou non humain, ça n'a pas de sens. En fait, ça ne traite pas la dimension humaine, tout simplement, c'est la vraie réponse. Alors bien sûr,
Vous allez me dire que quand vous voulez adopter Holacracy, cet outil, ce moteur dans votre entreprise, vous avez besoin de rendre compte à la fois des activités opérationnelles propres à votre business, différentes d'une entreprise à une autre, et vous avez besoin de rendre compte de la façon dont vous gérez la culture, de la façon dont vous traitez, vous satisfaisez ou non les besoins humains, et bien sûr vous avez besoin de rendre compte et de rendre explicite l'ensemble des fonctions dites RH, du recrutement en passant par l'évaluation de performance et tous les processus RH que vous connaissez par cœur. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon l'encodage, cet ajustement du moteur Holacracy pour qu'il puisse s'adapter, pour qu'il puisse ce moteur-là fonctionner dans telle entreprise ou telle autre entreprise. Voilà. Donc les fonctions humaines ne font pas partie d'Holacracy par définition. En revanche, elles sont traitées lorsque vous voulez mettre en place ce moteur Holacracy au tout début, avant même de lancer les cercles. Dans cette étape extrêmement importante, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire, qui est la phase d'encodage. Pour bien comprendre en fait là où se place Holacracy, j'aime bien repartir d'une représentation systémique de l'entreprise, une représentation profonde et aussi territoire, 3 systèmes de ce que c'est qu'une organisation telle qu'on la voit. Et bien sûr, ce n'est pas le territoire, mais cette carte-là nous aide à bien comprendre ce dont il s'agit. On pourrait schématiser une organisation, une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, en trois systèmes. Il y a 3 systèmes. Le premier système, c'est l'individu, vous et moi, nous sommes un système. Le deuxième système, ce qu'on appelle le corps social, le nous, l'ensemble, la communauté de gens qui travaillent dans une entreprise, c'est le nous, c'est le deuxième système. Le système collectif, on pourrait l'appeler comme ça. Et puis il y a un troisième système, qui est le système de l'entreprise ou de l'organisation elle-même, vu comme un organisme vivant, doté de sa propre identité et qui ne fait pas partie de l'espèce des êtres humains. C'est une autre espèce. Bon, pas un scoop, on devrait quand même s'ouvrir, nous les humains, à regarder autre part que notre nombril, et tout n'est pas tourné sur l'humain, contrairement à ce que la plupart des gens disent. Non, c'est pas un objectif, et je pense que c'est pas le bon objectif. Si vraiment on veut que l'humain soit bien traité, probablement qu'il faut se centrer non pas sur l'humain, parce que je rappelle que sur la planète Terre, il y a bien d'autres choses que les êtres humains, ne serait-ce que les animaux, les arbres, les forêts, etc. Ça, c'est la partie visible, il y a d'autres espèces qu'on ne voit pas. Une fois qu'on a bien posé ces 3 systèmes, évidemment, ensuite, on peut arriver aussi territoire en délimitant ces 3 systèmes, parce qu'en fait, il y a une nature visible, que ce soit dans le système individuel, on voit les comportements de la personne, on voit la personne, donc il y a des aspects visibles, et puis il y a des aspects invisibles, comme ses croyances, ses émotions lorsqu'il les exprime pas, etc., etc. Ce qui est vrai pour l'individu, aussi vrai pour le collectif. Il y a des croyances, par exemple, dans l'invisible, il y a des croyances collectives qui parfois peuvent être limitantes, et qu'il s'agit mais c'est pas le sujet de cette vidéo, et qu'il s'agit de lever pour éviter de freiner ou d'empêcher cette transformation que l'entreprise désire. Et puis bien sûr, pour le troisième système, cette entreprise, eh bien pareil, il y a une partie visible et puis une partie non visible. À noter au passage que Holacracy rend visible toute la structure de l'entreprise, c'est d'ailleurs son objectif, pour pouvoir permettre à l'entreprise d'être un organisme vivant. Encore faut-il pouvoir voir son code ADN, voir l'expression de ce code ADN, voir la fonction fitness et voir comment ce système-là peut faire varier le code. Et c'est parce qu'on est capable de répondre à ces 4 éléments qu'on a en face de nous un système évolutionniste, qu'on a en face de nous un système vivant qui obéit aux lois du vivant. Et donc Holacracy apporte ça. Donc Holacracy, en fait, il se situe pas dans le premier système, le système individuel, pas non plus dans le système collectif du corps social, du nous. Il se situe exclusivement dans le troisième système. Le troisième système, celui de l'entreprise vivante, celui de l'organisation vivante. Par construction, encore une fois, on démontre qu'en fait, Holacracy n'est pas humain, puisqu'il n'est pas dans le champ du premier système ni du second système. Il est non humain. Ce n'est pas parce qu'il est non humain que ça fait pour autant un système inhumain. Et là est le paradoxe, parce que paradoxalement, si on peut dire factuellement, objectivement qu'Holacracy est non humain, pour autant son existence ouvre des perspectives, ouvre un espace qui permet d'aller beaucoup plus profond dans la dimension humaine. Parce qu'en fait, avec le recul, l'ambition, en tout cas c'est pour ça que nous à l'Institut NJI, on s'est emparé de cet outil, on continue à investir massivement dans cet outil pour le développer. On le fait ça depuis 2008. On a accompagné plus de 140 organisations. On rencontre un certain nombre de limites qu'on recycle en évolution de Holacracy et aussi en développant, je vous ai parlé d'encodage tout à l'heure, mais il y a plein d'autres choses à voir en dehors du moteur pour que le moteur puisse être implémenté, adopté par une entreprise. Qu'en fait, la transformation, c'est plutôt une voiture qu'on veut. Donc le moteur, c'est un bout du truc, mais ça ne fait pas une voiture. L'ambition qu'on a, c'est de créer des contextes d'empuissancement pour les personnes. C'est de créer de nouveaux contextes qui permettent d'empuissancer les personnes. Et puis qui rendent les entreprises vivantes, en capacité en fait de changer aussi vite que le changement. Et ça passe par
plusieurs choses, notamment la disruption, la rupture dans la nature et l'exercice du pouvoir. Ça passe aussi par la capacité à faire circuler la vie à partir de la raison d'être profonde du changement porté par la personne source, pour qu'elle puisse irriguer l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des rôles et l'ensemble des personnes, pour que chacune de ces personnes puisse, par la transmission par exemple des principes sources, prendre l'énergie de la responsabilité. Et puis bien sûr un certain nombre d'actions et d'architectures pour limiter les freins que cette énergie pourrait rencontrer lorsqu'elle circule à travers l'ensemble de l'organisation. Et bien sûr, le troisième principe, c'est de rendre explicite le code ADN que j'ai rapidement évoqué, parce que si vous ne rendez pas explicite le code ADN, son expression, la fonction fitness et sa capacité à varier le code, alors l'entreprise qui reste un organisme vivant, vous allez en rester avec des mots, mais vous n'allez pas pouvoir rendre effectivement vivante à travers notamment ce qu'on appelle la gouvernance en holacratie. Le but de l'holacratie, c'est de créer des contextes d'empuissancement. Et ça passe par le changement de pouvoir, de nature et d'exercice du pouvoir. Créer des contextes d'empuissancement, créer un contexte favorable. Comme un jardinier qui soigne la terre, qui passe l'essentiel de son énergie, non pas à tirer sur la queue des radis pour les faire pousser plus vite, non pas à projeter, à regarder la croissance, et uniquement se focaliser sur la croissance des fruits et des légumes, mais qui passe l'essentiel de son temps, parce qu'il a compris que c'était le plus important, sur comment soigner la terre, comment faire en sorte que la serre soit au bon endroit, que le soleil puisse profiter à réchauffer cette terre, que l'eau puisse être là en quantité suffisante. Donc en fait, soigner la terre. Et c'est ça que je veux dire quand je parle de créer des contextes d'empuissancement. Il ne s'agit pas d'agir directement sur l'humain, à travers du coaching, à travers de la formation ou à travers de l'accompagnement, même si tout ça, c'est essentiel. Il s'agit en plus, donc c'est pas ou, hein, c'est en plus, c'est fromage et dessert, il s'agit en plus de travailler sur l'environnement de travail. Dans quel environnement cette personne travaille? Et bien sûr, on peut l'aider, la personne, directement, on peut la coacher, si c'est d'accord, la former, l'accompagner, mais encore plus important et absolument pas vu avant, on peut, et il faut surtout, en tout cas c'est là-dessus qu'on a décidé d'agir, et holacratie en plein dedans, soigner la terre, c'est-à-dire travailler sur l'environnement. Et parce que je change l'environnement, des choses vont pouvoir apparaître. Nous avons découvert par exemple que les comportements des personnes étaient directement liés à leur environnement. Les personnes ne sont pas, l'identité d'une personne n'a rien à voir avec la somme des comportements que tu peux lui observer. Dans un environnement malsain, tu vas observer que les personnes ont des comportements malsains. Tu changes à personne constante, tu changes l'environnement, et si tu vas dans un environnement qui est sain, les personnes vont avoir des comportements sains. Voilà, là on est au fond du fond, c'est pour ça qu'on aborde une nouvelle dimension de l'humain, qui n'est pas directement sur l'humain, mais qui est sur l'environnement, qui est un espace non humain, pas à propos d'humain, mais qui est un espace vivant. Donc en fait, on s'appuie sur les principes du vivant pour travailler ce contexte, cet environnement de travail pour qu'il soit le plus vivant possible, pour évidemment profiter et permettre aux personnes de s'épanouir, aux personnes de s'empuissancer. J'utilise volontairement le mot empuissancement puisqu'on a changé la nature du pouvoir. Donc un des premiers éléments qui figure noir sur blanc dans cette constitution, dans cette méta-constitution, avant l'encodage, c'est la question de la définition du pouvoir. On passe d'un pouvoir sûr. Inconsciemment, tous les gens, quand on parle de pouvoir, ils sont dans la notion de pouvoir sûr. Le patron de la recherche-développement dans cette entreprise, il a le pouvoir sur la fonction, c'est ce qui est décodé dans l'organigramme. Il a pouvoir sur la fonction R&D et il a aussi pouvoir sur son équipe. D'ailleurs, il utilise mon équipe comme si elle lui appartenait. Ce n'est pas une critique, c'est juste pour qu'on comprenne bien d'où on part. En holacratie, on change complètement, on disrupte, c'est pas pour utiliser un mot à la mode, mais on change complètement la nature du pouvoir. Et d'ailleurs, je n'utilise plus le terme de pouvoir, je suis passé au terme de puissance. On passe d'une notion de pouvoir sur un périmètre, sur une fonction et ou sur une équipe, à la notion d'autorité. D'autorité pour créer. D'autorité pour créer de la valeur. D'autorité pour créer de la valeur plurielle. Et d'autorité pour créer de la valeur plurielle qui n'est plus attachée à une personne physique, mais à un rôle. Et c'est pour ça qu'on crée cette structure de rôle qui n'est rien d'autre que le code ADN que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc on passe d'une fonction où on passait notre temps, moi je me rappelle que j'étais dirigeant manager, à empowerer, l'empowerment. On passe de cette notion d'empowerment en agissant sur les personnes à quelque chose de bien plus puissant, à l'empuissancement en agissant non pas sur les personnes directement, mais sur le contexte et les rôles en l'occurrence qui permettent de rendre compte du corps de l'organisation. Donc ça c'est vraiment le premier point, d'ailleurs c'est l'article 1 de la Constitution, et ça c'est hyper humain, mais à un niveau de profondeur qu'on n'est pas habitué à traiter. Ce niveau de profondeur qui est, si vraiment on veut traiter l'humain dans toute sa profondeur, encore faut-il agir sur l'environnement dans lequel il est
Et la chose, pour moi, la plus importante, évidemment, ça parle de mes biais, mais la plus importante, c'est quand même le contexte et la façon dont tu exerces le pouvoir. Ça, c'est le point numéro 1 vraiment fort, qui est traité par cette constitution, dite non humaine, parce qu'effectivement, elle est centrée sur le contexte, et pour autant, il n'y a pas plus humain que ça, que de mettre en place un environnement dans lequel les personnes vont pouvoir s'empuissancer, vont pouvoir se développer à leur vitesse, à leur rythme, et de façon vertueuse, et des comportements évidemment vertueux, parce que le contexte est beaucoup plus vertueux. Il y a plein d'autres choses qui sont fournies par Holacracy et qui vont augmenter le côté favorable de ce contexte pour rendre le contexte encore plus humain. Bien sûr, il y a deux rituels, les deux rituels vivants que sont la réunion de triage ou l'art de triage et puis la réunion de gouvernance. Et ces deux rituels vivants que nous avons développés dans d'autres vidéos, donc je vais passer rapidement. Et puis bien sûr, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont issus des 3P. Vous connaissez la règle des 3P. Si vous voulez augmenter ou rendre possible le développement de la puissance d'un être humain, c'est assez simple. Tu augmentes de façon explicite le cadre pour protéger, le cadre de protection de cette personne dans l'environnement. Tu ajoutes des permissions explicites. Donc ça fait 2P, protection plus permission, et ça donne inéluctablement plus de puissance. Et donc en fait, Holacracy, on peut le voir comme une boîte à nudge, une boîte à mécanisme 3P, une boîte dans laquelle sont rendus explicites un certain nombre de protections et de permissions qui vont nourrir comme des minéraux l'environnement de travail et permettre aux gens de s'empuissancer à leur rythme et à leur vitesse. Je ne vais pas les citer toutes. Le premier, pour moi un des plus puissants, c'est que en fait, dans ce terrain favorable, ce nouveau contexte, toute attente implicite ne fait aucun poids. Et ça, c'est vraiment important parce que les théoriciens des organisations ont démontré depuis longtemps que la première cause de souffrance dans les entreprises, c'était les attendus implicites. À chaque fois que tu laisses passer un attendu implicite, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel, tu es en train de signer pour des embêtements plus tard. Je ne parle pas d'implicite en général, je parle d'attendu implicite. Et donc dans ce contexte, c'est écrit noir sur blanc, dès les préambules, même avant l'article 1, avant même de définir le pouvoir, que les attentes implicites ne font aucun poids. Et il y en a d'autres. Une autre perle de type 3P qu'il y a dans cette constitution, c'est tu peux, à chaque moment, n'importe quel être humain, maintenant que c'est écrit, l'environnement il est décrit puisqu'on voit le corps de l'organisation qu'on ne voyait pas avant. N'importe quel être humain qui peut regarder ce corps, ça peut paraître un peu ésotérique ce que je dis, mais concrètement la constitution, n'importe qui peut lire la constitution, n'importe qui peut lire le corps de l'organisation, le code ADN qui figure dans des rôles. Il y a des logiciels pour ça, la Spirit ou Glassfrog, deux logiciels qui permettent de voir visuellement les rôles dans des cercles, etc. Cette holarchie, cette fameuse holarchie qui rend compte de la structure particulière de telle entreprise avec ses activités opérationnelles, avec ses activités RH. Là, l'humain y figure, bien sûr. Et qu'à partir de la lecture dans une situation donnée à la fois du document de base qui est la Constitution, ce moteur et de ce logiciel, pour voir les rôles, n'importe quel être humain a la permission, l'autorisation explicite, d'une part de se forger son interprétation, de se faire son opinion sur la réponse à la question qu'il se pose dans une situation concrète sur qui a autorité pour faire quoi dans ce domaine-là, dans ce contexte-là. Non seulement il a évidemment la permission pour le faire, et puis en plus il a une autorisation explicite d'agir selon son interprétation. Alors vous me direz, il n'y a pas besoin d'avoir ce type d'interprétation pour des gens comme vous et moi. Oui, mais c'est la puissance justement dans ce mécanisme 3P que de rendre cette permission explicite, ça devient une règle du jeu, ça devient beaucoup plus facile, ça devient un rappel, ça devient un nudge qui va augmenter, faciliter l'adoption de nouveaux comportements qui est systématiquement d'analyser une situation, de se débrouiller par tout seul, ça ne veut pas dire de ne pas demander de l'aide, et puis se forger sa propre opinion, qui est la base du libre arbitre de l'être humain. Donc voilà, ça c'est un deuxième mécanisme. Un troisième mécanisme que j'adore, je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y en a beaucoup, un troisième mécanisme que j'adore, c'est que tu peux, lorsque tu es au service de ton rôle, je te rappelle que tu es affecté à un rôle, donc tu es patron d'une mini-entreprise avec sa raison d'être, son potentiel créateur de valeur plurielle, avec ses redevabilités, ses offres, ses propositions de valeur que tu offres à des clients internes ou externes à l'entreprise. Eh bien, tu peux prendre toute action ou tout projet que tu juges nécessaire, que tu juges utile en ton âme et conscience pour faire progresser ton rôle. Et évidemment, il y a des limites. Là où est le point important, c'est que les limites ne peuvent être que explicites. Donc tu peux faire ce que tu veux au service de ton rôle, à condition de ne pas griller de feu rouge, pour parler vulgairement. C'est la même technologie que le feu rouge. Le feu rouge est une technologie remarquable. Lorsqu'il est rouge, tu t'arrêtes. Et lorsqu'il est vert, tu passes. En toute sécurité, il y a un cadre protecteur et une autorisation. Le feu rouge induit les deux. Et lorsqu'il n'y a pas de feu rouge, on savait bien que c'était dangereux
Tu arrives doucement, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu passes, puis tu regardes quand même à droite et à gauche, et puis tu passes. Et donc en fait, on voit bien en quoi la technologie du feu rouge a libéré beaucoup d'énergie, parce que ça protège et ça autorise en même temps. Ben de la même manière, il y a cette règle-là, ce mécanisme. Il n'y a aucun autre interdit qu'interdit explicite. Donc ça libère beaucoup d'énergie. C'est aussi un super pouvoir. Bon, et pour finir, pour en donner encore un, il y en a plein d'autres encore dans cette constitution, mais pour en citer juste 4 majeurs, en plus des 2 rituels vivants, et surtout le changement de la nature et l'exercice du pouvoir, et pour anticiper un reproche qui est souvent fait à holacratie, les rôles c'est rigide, machin, etc. La peur naturelle d'être enfermé dans les rôles. J'expliquerai, je donnerai mon interprétation après pourquoi. Eh bien, en fait, il y a une autorisation explicite de sortir de tes rôles. Tu peux prendre n'importe quel, c'est écrit noir sur blanc. Alors, moi, j'avais pas besoin de ça, et en même temps, c'est plus facile quand c'est écrit de le faire. Si vraiment tu penses que c'est nécessaire de faire telle et telle action, parce que ne pas le faire créerait ou créerait du tort à l'entreprise, et vraiment, ça serait dommage, ce serait non-assistance à entreprise en danger que de ne pas le faire, ben fais-le. Oui, mais c'est en dehors de mes rôles. Mais c'est pas grave. Tu as une autorisation explicite pour prendre toute initiative individuelle, c'est appelé comme ça, y compris en dehors de tes rôles. Y compris en dehors de tes rôles. C'est juste pour situer quelques mécanismes. Donc c'est des mécanismes de pouvoir constituant. C'est une nouvelle matière qui se trouve au-dessus du management. Mais tout ce que je viens de dire est à propos d'humain. Au sens où on crée un niveau de profondeur, on vient créer des leviers, mettre en place des leviers, des minéraux dans la terre, pour que la terre soit beaucoup plus fertile pour l'épanouissement et le développement et l'empuissancement des personnes. Donc pour moi, il n'y a rien plus humain qu'holacratie, mais sous un autre angle. Et ça, évidemment, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre, parce que holacratie est le pionnier. Holacratie est l'outil qui est précurseur en création de pouvoir constituant. Pouvoir constituant qui n'était pas encore débarqué dans la sphère de l'entreprise. On le connaît, le pouvoir constituant et les constitutions dans les États, mais pas du tout dans l'entreprise. Et donc c'est en ça que holacratie apporte un élément humain nouveau et profond, et bien plus profond qu'eux, qui ne s'oppose pas à tout ce qu'on peut faire directement sur l'humain, en accompagnant les humains, en coaching, formation, etc., mais qui complète. Parce que je peux vous dire, à titre personnel, que le coaching, la thérapie, la médiation, ça ne suffit pas. Celui qui vous parle, il a été thérapeute, il était médiateur, il était coach. Et à chaque fois, je voyais les pas de géant que faisaient les personnes que j'accompagnais. Et puis, entre 2 séances, je voyais la régression. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, elles revenaient dans leur contexte, souvent malsain, elles reprenaient des comportements malsains et il fallait qu'on recommence. C'est pour ça que j'ai dit, j'adorais être thérapeute, j'adorais être coach, j'adorais être médiateur, mais moi je dis stop, ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'avance, ça s'effondre. J'ai besoin de créer des fondations solides. Et c'est pour ça que j'ai créé l'Institut AGI, et c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans le développement et l'amélioration et l'évolution de l'holacratie, et aussi de tout ce qu'il y a autour, ce que j'ai appelé management constitutionnel, pour que cette holacratie ait une chance de s'incarner et qu'on passe du moteur, qu'on puisse inclure le moteur dans une voiture qui fonctionne dans la singularité de telle ou telle entreprise. Enfin, pour finir cette vidéo, je voudrais juste apporter un éclairage que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, que j'aurais dû comprendre plus tôt, qui est qu'en fait, souvent, holacratie est vue négativement parce que tout le monde comprend assez vite qu'holacratie parle de cadre. C'est un cadre. C'est de la structure. La matière, c'est le pouvoir constituant. Constitution, métaconstitution, pouvoir constituant. Cadre, c'est le cadre. Bien sûr, ça ne suffit pas le cadre, il faut rajouter la vie. Et bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais on a fait des vidéos sur les principes sources, sur la raison d'être tripale du changement, etc. Donc on n'est pas en train de nier ça. Mais ça passe par le cadre. Et le cadre, il fait peur. Pour la plupart des êtres humains, moi le premier, mais il y a très longtemps, parce que j'étais un gros rebelle, et c'est probablement pour ça que je fais ce que je fais, je me rends compte que la plupart des humains ont été touchés, ont du mal vécu par rapport au cadre. Soit ça leur ramène dans le mal vécu lié à leur propre enfance, dans leur famille, soit à l'école, qui n'a pas eu de mal vécu à l'école, soit dans l'entreprise, avec le système pyramidal hiérarchique, c'est sûr. Moi le premier, c'est pour ça que je ne suis pas resté longtemps là-dedans, je suis resté 3 mois puis j'ai créé mon entreprise, parce que c'était insupportable. Ce cadre hiérarchique, et donc c'est un cadre qui était, pour la plupart du temps, là où en est l'humanité aujourd'hui, le cadre, la plupart du temps, c'est un cadre castrateur, absolument pas empuissançant, désempuissançant, infantilisant. Et du coup, la plupart des gens, lorsqu'ils ressentent la notion de cadre ou qu'ils voient un cadre se pointer, immédiatement leur biais cognitif les amène à poser un regard critique sur ce cadre-là. Je pense qu'un des enjeux importants de l'humanité à date, c'est justement de se réconcilier avec le cadre et de comprendre que le cadre n'est ni bien ni mal, ni vertueux ni pas vertueux, c'est un cadre, c'est un outil. Et de la même manière, il y a des cadres qui peuvent être vertueux et il y a des cadres qui ne sont pas vertueux, qui sont contraignants, qui sont
castrateurs, et on en connaît plein, et on connaît plutôt ceux-là. Et je pense que l'humanité et Holacracy est en train d'ouvrir la porte vers une autre nature de cadre, un cadre qui libère. Et donc ma conclusion, ça sera vive le cadre et vive la vie.